Bon, mais je vais passer à mon sujet. Je rejoins le professeur Béard aussi concernant l'emploi ironique des classifications, de l'indication générique. En prenant pour exemple le roman que son auteur a appelé anti-roman de Marko Ristic, le surréaliste serbe, intitulé Sans mesure, bez mere. Vous savez que, peut-être vous ne savez pas, mais je vais le dire, les surréalistes rejettent le roman. Ils considèrent le roman comme un genre inférieur, soumis aux conventions de la pensée logique et limité à la représentation de la réalité banale. Dans Sans mesure de Marko Ristic, on trouve cet usage ludique des étiquetages qui caractérise les textes et les tableaux surréalistes. C'est-à-dire, la mention roman n'implique pas que le livre soit une fiction narrative. Dans l'avertissement, l'auteur se réfère à Raymond Roussel pour prévenir le lecteur que ce livre, je cite, que ce livre étant un roman, il doit commencer à la première page et se terminer à la dernière. Mais cette constatation est démentie par la remarque du chapitre 14 que ce livre ne se termine pas à sa dernière page, et par l'épilogue de 2 pages qui consiste en une seule et même phrase et qui reste inachevée. Ce qui situe cet ouvrage dans la catégorie des œuvres battantes comme une porte dont parle Breton, Nadia. Dans le chapitre 32, ce livre est présenté comme un roman sans roman. Et dans la note 30, ajoutée à la seconde édition, Ristic emploie le terme anti-roman, lancé et défini par Sartre dans sa préface au portrait d'un inconnu de Nathalie Sarraute. Je cite, entre guillemets, le roman descend dans la ville. Quelle misère, ce sentiment, cette prise de conscience qu'on a commencé à raconter quelque chose. Qui ai-je menti? Voilà dans un même livre l'histoire et la critique de ce livre. C'est un roman sans roman. Vous voyez, il y a ici une phrase, le roman descend dans la ville. C'est une phrase écrite entre guillemets, qui semble parodier La marquise est sortie à 5 heures de Valéry, évoqué dans le premier manifeste du surréalisme de Breton. Et à cette phrase se joignent les qualifications roman sans roman, anti-roman, pour poser le problème du genre. Donc, le statut générique de Sans mesure, annoncé dans le paratexte, est démenti par la personnification du roman, parce que le mot roman est écrit avec un majuscule. Et le roman est personnifié sous forme d'un chevalier du Moyen-Âge, le mystérimène, c'est l'expression employée par l'auteur lui-même, et le double du narrateur. Et il est démenti surtout par le texte lui-même qui englobe plusieurs genres littéraires et non littéraires. D'abord, le roman est divisé en 36 chapitres où le discours ne suit pas un ordre logique d'énonciation, mais plutôt des associations libres, ce qui n'est pas sans rappeler le texte automatique de Breton Poisson soluble, divisé en 32 sections, enrichi d'éléments iconographiques, c'est-à-dire Sans mesure est enrichi d'éléments iconographiques qui se présentent comme les parties intégrantes du livre, si bien que Sans mesure
se présente comme un ensemble hétérogène de textes et d'images au statut générique mixte et où, à travers la pluralité de moyens d'expression et de discours, s'établissent des échanges entre le littéraire et le non-littéraire, le verbal et le pictural, le texte et le paratexte. C'est le premier pas vers les genres hybrides qui lient la littérature et les arts plastiques en les mettant dans un rapport de complémentarité tel que le poème-objet ou le roman-collage. C'est un collage qui a un caractère narratif comme La femme sans tête de Max Ernst ou bien La vie mobile de Marko Ristić, qui est une sorte de journal collage que Ristić a construit pendant son séjour à Paris en 1926 et où différents textes et images sont réunis dans les ensembles hétérogènes. Voilà. Vous voyez? Mais ce roman collage consiste en 11 collages et en 2 dessins. Et se trouve aujourd'hui dans le musée des arts contemporains, qui est fermé, mais on a eu que nos invités ont eu l'occasion de voir avant-hier, en original. Voilà. Il y a aussi un roman en images intitulé Le Vampire, et écrit par un mythomane et publié dans la revue Témoignage, Svedochanstva, et ensuite dans la revue des surréalistes de Paris, La Révolution surréaliste, dans une traduction de Moni de Bouly. Il est à noter que Sans mesure a eu 3 éditions. Et ça, c'est la page de la couverture de la première édition. La première édition date de 1928. Ensuite, il y a la seconde édition de 1962 et la troisième de 1986. Et ces 3 éditions diffèrent surtout dans leurs aspects iconographiques, parce que dans la première édition, le texte, dans toutes les 3 éditions sont enrichies d'images. La première édition est enrichie de figures kabbalistiques et de talismans, dont la main de la gloire, voilà, c'est ça, qui occupe la couverture et la page de titre, tandis que les autres sont situés à la fin des chapitres. À la fin des chapitres, mais je les ai mis ensemble, mais chaque figure se trouve à la fin d'un chapitre. Je n'ai pas cette première édition qu'on ne peut trouver que dans les bibliothèques et dans les musées. Donc j'ai mis voilà. Et ces éléments iconographiques ont disparu des éditions suivantes. Dans la seconde édition, donc ici, Ristić a ajouté les illustrations à l'intérieur de la couverture. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, et après la page de titre, le hibou de Max Ernst. Voilà. C'est une, disons, peinture de Max Ernst,
fait sur le papier vert et qui a un double titre. Le hibou ou deux oiseaux dans la cage. Et ça dépend comment vous regardez. Vous pouvez voir un hibou, vous pouvez voir deux oiseaux dans la cage. Et cette image est reproduite directement de l'original, comme Ristich nous prévient lui-même. Et cet original, il l'a acheté à Paris, à la Galerie Surréaliste, à Paris, au printemps de 1927, c'est-à-dire à l'époque où il écrivait les premières pages de ce livre. Et le hibou, l'original l'original est conservé dans le musée des arts contemporains. Dans ce musée qui est malheureusement fermé, comme le musée national. Mais nous avons eu de la chance et nous avons pu voir l'original. Qu'est-ce qu'il y a encore? À la fin du livre, on trouve la reproduction de l'affiche et du programme de la représentation d'une variété parisienne. Voilà. Donc, c'est ce que Ristich a ajouté dans la seconde édition. Et il introduit cette affiche, cette reproduction pour se documenter. Dans la troisième édition de Sans mesure, on retrouve le hibou. Donc, c'est... Voilà. Retrouve. Mais on trouve aussi de nouveaux éléments iconographiques qui ne figurent ni dans la première ni dans la seconde édition et que Marko Ristich lui-même a ajouté. Donc cette troisième, disons, édition date est posthume, mais Marko Ristich a participé à sa publication, parce qu'on préparait la publication avant sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, l'oiseau dans l'espace de Constantin Brancusi, qui orne ce que Ristich a appelé le discours d'ouverture, et qui est au fond un texte peu compréhensible. Ensuite, la Carmagnole de l'amour de Max Ernst et deux frottages de l'histoire naturelle de Max Ernst, Épouvantail et La Pampa. On trouve aussi Piazza d'Italia de Giorgio De Chirico, et enfin l'illustration pour la traduction italienne du château d'Otrante d'Horace Walpole. Vous voyez, c'est le texte et les images font une unité, donc un hybride. Mais aux échanges entre le verbal et le pictural s'ajoute un rapport ambivalent entre le texte et le paratexte. Vous savez tous ce que c'est que le paratexte. Le paratexte, ce sont la préface, les notes ultérieures, parce que dans la seconde édition, Marko Ristich a ajouté une préface qui est au fond ultérieure, et des notes, beaucoup de notes, où il explique ses intentions et où il complète ce qu'il a déjà dit. Alors, je dois citer un peu ce que Ristich a dit lui-même, parce qu'il dit que
Cette préface est écrite au moment où le premier voyageur venait de s'envoler dans le cosmos. Donc, c'était en 1961. Ce qui a justifié la croyance en l'homme exprimée dans cet anti-roman plusieurs années auparavant, c'est-à-dire en 1927 et 28, il a été publié. Si bien que cette préface ultérieure, présente ce texte comme une anticipation de ce qui va se passer dans l'avenir et comme l'affirmation de la puissance de l'imagination dont les prévisions se réalisent, s'accomplissent. Ce qui n'est pas sans rappeler Nadja, où la rencontre de Nadja reproduit en quelque sorte les rencontres présentées dans Poisson soluble et l'Esprit nouveau, et L'amour fou, où la rencontre de la femme aimée apparaît comme l'accomplissement de la rencontre évoquée dans le poème Tournesol, écrit 11 ans auparavant. Donc, les éléments paratextuels, donc cette préface, c'est paratexte, pénètrent dans le texte lui-même, dans la trame du texte, ce qui entraîne l'effacement de la frontière entre le littéraire et le non-littéraire, qui correspond à la tendance surréaliste à chercher une solution du problème existentiel en identifiant la poésie à la vie même. Cette transgression des limites du genre apparaît aussi au niveau du texte lui-même, qui prend différentes formes. Il contient des passages tout à fait illogiques, qui ressemblent aux produits de l'automatisme psychique, mais aussi des passages théoriques dont le discours est celui des manifestes surréalistes, des fragments de prose poétique, des poèmes, dont quelques-uns seront réimprimés dans le recueil de textes poétiques intitulé Nox Microcosmica, des textes dramatiques, les chapitres 29, 30 et 31 ne sont pas sans rappeler le texte 31 du Poisson soluble de Breton. Il contient aussi un chapitre qui a la forme épistolaire, qui est une lettre. Et à cela se rattachent les éléments paratextuels, la préface ajoutée, qu'on a mentionné, ajoutée à la seconde édition du livre, et un grand nombre de notes en bas de la page et à la fin du livre, aussi bien que des éléments iconographiques que je vous ai montrés et qui se combinent avec un jeu d'association libre suscité souvent par un objet trouvé au hasard et qui sont présentés comme des documents pris dans la réalité. Et bien que de Breton, comme Nadja ou L'amour fou. Mais à la différence de Breton, qui reste jusqu'au bout fidèle à ses convictions surréalistes, les surréalistes de Belgrade changent de conviction sous l'influence de l'esthétique du réalisme socialiste, issu de l'idéologie marxiste, et essayent de concilier ces deux esthétiques, ce qui au fond n'est pas en contradiction avec l'objectif surréaliste de dépasser toutes les antinomies et d'abolir toutes les frontières. Donc, Ristich écrit par exemple préface à quelques romans non écrits, où il réhabilite dans une certaine mesure l'inventaire, ce qu'il appelle l'inventaire réaliste, en le considérant comme prétexte d'une transformation radicale de la société. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai voulu vous dire. Donc, je termine.